vous ayez peur de l'islam. Le problème, c'est que ce type de dossier qui récolte tout ce qui peut faire peur, qui diffuse la peur de l'islam, c'est que ça complète les enquêtes d'opinion qui font de l'islam un problème. Et à l'arrivée, l'accumulation de ces choses-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, pour de plus en plus de gens, l'islam est un problème et il faut s'en inquiéter. Voilà. Et dernier mot, je voudrais signaler que ces procédés et cette islamophobie, puisque que ce soit volontaire ou non, c'est de l'islamophobie, dans tous les sens du terme. On est face à des procédés qui suscitent la peur, qui le font volontairement et qui suscitent aussi la haine. Ces procédés-là, ça participe largement de ce que Thomas Deltombe, je ne sais pas si vous connaissez, qui est journaliste, appelait la construction d'un islam imaginaire. C'est qu'en réalité, on fabrique un objet qui s'appelle l'islam, qui ne correspond absolument pas à la réalité de l'islam. L'islam, il est pluriel, il est divers, il est dynamique, il est parfois contradictoire en son sein, etc. Mais on construit un espèce d'objet bizarre, l'islam imaginaire, dans lequel vous n'avez que deux types de musulmans. Vous n'avez que deux types de musulmans qui ont leur place dans cet islam imaginaire. C'est le bon musulman modéré qui veut s'intégrer et qui en réalité veut disparaître par l'intégration. Et puis c'est le mauvais musulman radical qui n'aime pas les valeurs de l'Occident. Tout ce qui se situe entre les deux n'existe pas dans cet islam imaginaire. Vous avez le bon, le mauvais. Le bon, c'est celui qui est invisible. Le mauvais, c'est celui qui est visible. Voilà. Et donc, tout ce qui rend visible l'islam va être, dans cet islam imaginaire, assimilé au mauvais islam. Rendre visible l'islam, qu'est-ce que c'est? Un voile, une prière, un minaret. Je pense que les trois exemples que je prends vous rappellent des choses. Parce que le problème, c'est que ça a des conséquences politiques. Et qu'aujourd'hui, en gros, on fait des référendums et on fait des lois pour faire disparaître l'islam de l'espace public. Parce qu'il ne doit pas se voir. Et ce myopisme, cette illusion très française par ailleurs, en fait, elle vient de ce que je vous disais au tout début, c'est que l'islam, fondamentalement, c'est l'autre. C'est un autre, c'est pas nous, c'est pas notre société, c'est pas notre pays. Et en réalité, il est grand temps, et on a tous une responsabilité là-dedans, il est grand temps que les gens comprennent, et y compris sur le champ politique, que l'islam est en France, que ça fait longtemps que les musulmans sont là, qu'ils font partie de la société française, qu'ils l'enrichissent, qu'il y a des musulmans sympas et qu'il y a des musulmans cons, mais comme dans toutes les religions, et comme chez les athées, et même chez les marxistes. Il est temps de prendre conscience de ça, et je pense que pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est de se battre pied à pied contre toute forme d'islamophobie, qu'elle soit consciente ou non. Et c'est de retourner le stigmate, comme disaient un certain nombre d'auteurs aux États-Unis, et c'est de faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'en France, le problème, ce n'est pas l'islam. En France, le problème, c'est l'islamophobie. Voilà, je vous remercie. Merci à Julien. On donne la parole à Tariq. Tfaddal. D'abord, j'aimerais commencer par les remerciements d'usage, puisque j'ai pu me rendre compte et on m'a fait part un peu de la controverse ou de ce qui a pu être dit, ce qui a pu être dit à gauche et à droite. Il faut d'abord remercier le maire, il faut remercier les autorités qui permettent quand même, dans cette tourmente ou dans ce qui a pu être créé par les uns et les autres, d'avoir tenu bon et d'avoir fait en sorte qu'une rencontre comme celle-ci ait lieu. C'est tout à leur honneur. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, est déterminant dans la présence citoyenne. Je ne cesse de répéter depuis des années que le côté positif de la présence
des citoyens européens de confession musulmane ou occidentaux de confession musulmane, c'est que parfois par les problèmes qui se créent ou que l'on crée avec leur présence, eh bien, dans leur attitude, ils permettent à certains de réconcilier leur pays avec ses valeurs. Et quand aujourd'hui on voit qu'un certain nombre d'acteurs politiques sur le plan du terrain, sur le plan régional, et même parfois résistent aux pressions qu'on leur fait, c'est à l'honneur de cette défense des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui s'appelle la liberté d'expression, il y a une valeur qui s'appelle le fait de traiter les citoyens et les organisations de la société civile de façon égalitaire, et il y en a qui décident d'aller au bout de cette logique. Et qu'en tant que citoyen, qu'on soit de confession musulmane ou pas, il faut finalement saluer et encourager ceci. Il faut être présent aux côtés de ceux et faire comprendre aux élus locaux que ce pourquoi un jour ou l'autre on votera pour eux ou qu'on ne votera pas, c'est pas parce qu'ils privilégieront l'un ou l'autre, c'est qu'ils seront cohérents avec un certain nombre de valeurs fondamentales. Quand on parle de droits humains ou quand on parle de la liberté d'expression, il faut qu'on soit cohérent. Ce n'est pas la liberté d'expression pour les uns et moins d'expression libre pour d'autres. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la France, elle n'a pas un problème avec un certain nombre d'éléments de sa population, elle a un problème de cohérence. Le gouvernement français a un problème de cohérence. Il dit des valeurs qu'il ne respecte pas. Il parle de principes qu'il oublie et il traite des gens de façon différenciée, contrairement à ce qui a été l'idéologie que l'on met en avant ou que l'on continue à mettre en avant. Et si on peut être des agents de réconciliation entre un discours sur de belles valeurs et des pratiques qui sont moins belles, ce sera tout ceci de gagné. Donc, je commence par remercier, je continue toujours à dire aux gens de la sécurité, des services de renseignement, de la DCRI, s'il vous plaît, continuez à transmettre ce que l'on dit et non pas ce qu'on vous a dit, que vous auriez peut-être entendu et qui n'a jamais été dit, parce que ça aidera aussi à réconcilier ce pays avec finalement des services parfois de renseignement qui font un travail qui est plus idéologique et strictement idéologique. Et de ce point de vue-là, depuis tant et tant d'années, on est en train on a fait finalement chez certains fonctionnaires de l'État, on a ancré exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette idée que finalement ils sont en train d'être traités avec un ennemi de l'intérieur. Ce n'est pas des concitoyens, c'est des ennemis de l'intérieur. Et qu'à force d'avoir ce que l'on fait dans les médias, on le fait aussi parfois avec des fonctionnaires à l'intérieur. Le discours qui est lié à la formation d'un certain nombre de fonctionnaires de l'État, de gens qui travaillent dans les renseignements et la sécurité, voire même chez certains enseignants, c'est de considérer que certains citoyens sont des citoyens étrangers. C'est-à-dire que ce qu'ils sont, c'est l'autre. Et qu'on n'est pas en train de surveiller un concitoyen, on est en train de surveiller un dangereux citoyen étranger. Potentiellement dangereux s'il ne l'est pas déjà. Donc il y a tout un discours là derrière qu'il faut que l'on déconstruise aussi ou que l'on analyse, mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Ce qui est important, moi j'ai été, c'est la deuxième fois que j'entends les analyses de Julien sur ces questions-là, et je pense que c'est fondamental d'entendre ceci, de comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir identifier un certain nombre de processus, de procédés d'usage, parce que ça nous permet aussi de savoir comment y répondre et justement de ne pas tomber dans les victimes qui subissent, mais les sujets qui résistent et qui trouvent des réponses et des stratégies en termes de réponses, parce qu'on peut s'asseoir là et puis se plaindre en disant bon, finalement les grands médias de ce pays, c'est tous ils fonctionnent tous de la même façon. Je crois que ça ne suffit pas. Il faut analyser ce qui se passe et ensuite, à mon sens, et ça va être le sujet de mon intervention, c'est quelles sont nos responsabilités par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on peut faire à notre niveau, personnellement ou collectivement, pour pouvoir changer les choses. Ça a été dit, je veux dire, moi j'avais eu à réagir sur le sondage du Figaro, le sondage aujourd'hui j'en ai pris connaissance aujourd'hui, le sondage du Monde, ou toutes ces statistiques.
On a même eu une discussion avec un certain nombre d'acteurs associatifs aujourd'hui à Paris, et l'impression est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des images que l'on veut imposer, et finalement, si on est dans l'attitude de la victime, on va même accepter assez rapidement ce qui est dit. Vous savez, souvent, quand vous êtes en train de parler, j'avais eu une discussion au niveau du Conseil, au niveau de l'Union européenne, avec quelqu'un qui n'est pas connu pour marcher toujours dans le sens du vent et du courant majoritaire, et qui parfois prend publiquement des positions qui peuvent être critiques, même si on peut toujours être critique par rapport à ces positions critiques. Mais dans un débat avec Daniel Cohn-Bendit sur la question de l'islam, à un moment donné, je me suis arrêté parce que il travaillait à la mairie de Francfort, et chaque fois qu'il me parlait d'une anecdote qui confirmait une impression. Et je dis, mais on n'est pas dans le royaume des anecdotes. Je veux dire, avec les anecdotes, Valéry disait qu'avec l'histoire, on peut tout prouver. Avec des anecdotes, on prouve tout et son contraire. Il prend une anecdote, il dit, ah ben voilà, cette anecdote prouve que cette analyse est juste. Et je dis, mais c'est pas comme ça on ne juge pas une présence historique sur des anecdotes. Mais en fait, vous apercevez qu'avec les sondages, quand vous lisez par exemple Le Monde, vous pouvez faire exactement la même chose inductivement. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est arrivé cet après-midi dans un débat qu'on avait, où tout à coup, vous avez Le Monde parle de la mauvaise impression que les Français ont de l'islam, donc avec tout ce qui a été dit, et c'est assez intéressant d'analyser les questions, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les questions sont induites, qu'il y a une orientation des questions, mais ce n'est même pas la question. Quand vous êtes français de confession musulmane et que vous êtes en train de lire ceci, si vous avez une tentation à être victime, vous allez vous trouver l'anecdote qui confirme ce qui est dans le sondage. C'est assez pervers en fait. C'est-à-dire que autant on oriente le public à avoir peur dans un sens, mais pour ceux qui sont l'objet dont on parle, ils trouveront, eux, l'anecdote qui confirmera. Et cet après-midi, j'étais en train d'écouter les débats entre musulmans, et il y a 2 ou 3 personnes qui amènent des anecdotes qui confirment le sondage est juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous mettez dans une situation de victime, donc on crée le problème, on crée la victime, et la victime se reconnaît dans le problème que l'on crée. Et la boucle est bouclée. Vous m'avez suivi? Ouais. C'est assez pervers. Et ça marche. Parce que même dans la conscience musulmane, même dans la conscience de vous, majoritairement citoyens français, que vous soyez de confession musulmane ou pas, mais quand vous êtes de confession musulmane, très vite, si vous avez la tentation, quand même, la pression est grande, tous les jours on parle de l'islam de façon négative, vous allez bien trouver un regard d'une personne dans la rue, un propos, un guichet de la poste qui a confirmé que finalement vous êtes un problème. Et que vous passez de une anecdote aux 73% de Français, et on vous pousse à prendre l'anecdote et à en faire le problème. Et donc vous rentrez, vous tombez dans le même piège. Il faut faire un pas en arrière et déconstruire ça, parce que sinon on est vraiment dans un piège et on est vraiment dans une perception extrêmement négative. Maintenant, une fois qu'on dit ça et qu'on essaye de comprendre des raisons objectives qui peuvent expliquer ce qui est en train de se passer dans cette couverture médiatique. Alors il y en a toutes les raisons qui ont été mises en évidence, je ne veux pas y revenir, j'ai envie d'aller plus loin, mais objectivement, enfin dans les analyses que l'on peut faire de la façon dont les journalistes traitent de la question de l'islam, ou dans les expériences qu'on peut avoir, dans les interviews qu'on peut avoir, il y a un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte, et qui sont des éléments objectifs. Il y a une évidence, c'est que parfois, vous êtes en face de journalistes, vous êtes en face de femmes ou d'hommes qui doivent écrire sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps. Je peux vous dire qu'au bas mot, sur les, je ne sais pas combien de journalistes j'ai rencontrés, s'il y en a plus de 5% qui ont lu un livre entier de ce que j'ai écrit, c'est un miracle. Et ils écrivent sur vous. Et ils vous font des 8 pages, mais ils n'ont pas lu. Ils n'ont parfois pas le temps, donc il y a un vrai problème objectif qui est celui de la connaissance du sujet. Et là aussi, c'est questionner en amont la formation des journalistes, comment est-ce qu'ils sont formés, de quoi parlent-ils, parce que si l'islam est un sujet de société, ce n'est pas parce qu'on connaît la société qu'on connaît le sujet de l'islam.
Donc là, on a un problème de connaissance, c'est un problème objectif, c'est-à-dire que vous êtes en face de personnes, de femmes et d'hommes, avec toute la bonne volonté du monde. Quand vous n'avez pas la connaissance, comment allez-vous résister à la pression dans laquelle on peut vous mettre de l'islam est un problème. Donc si vous arrivez avec l'islam est un problème, c'est déjà problématique. L'autre chose qui a été mise en évidence, je n'entre pas en matière, mais c'est vrai qu'il y a des peurs et il y a des expressions de la peur qu'on ne peut pas nier. Donc on a affaire à des interlocuteurs qui peuvent être porteurs de ce que cette peur commune signifie, qui peuvent eux-mêmes être influencés par le climat général ou qui peuvent l'entretenir. Donc on a cet élément-là. Vous le sentez aujourd'hui et il est exprimé. Donc la peur va augmenter à mesure ou inversement, de façon inversement proportionnelle au manque de connaissances. Si vous ne savez pas, la peur... Mais ce n'est pas forcément toujours la même chose, c'est toujours le cas. Parfois, il y a une connaissance et il y a des peurs qui sont historiques, qui sont aussi liées à une histoire qui n'a pas été digérée. La France, alors de ce point de vue-là, a un vrai passif, c'est-à-dire sur la question de la relation avec l'Algérie, la question de la relation... Il y a un vrai problème dans si vous voulez, la psychologie collective de la relation de la France avec l'arabe. Réel. Alors, souvent on dit l'Algérie, mais ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus général. C'est toute l'Afrique du Nord. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur ce que représente l'arabe dans la psychologie collective, dans ce qu'on peut appeler une espèce d'inconscient collectif, mais ce n'est même pas un inconscient. C'est assez conscient chez certains qu'il y a un problème. Et donc ça aussi, c'est pas simplement... on ne peut pas le réduire qu'à du racisme, mais il y a du racisme là-dedans. Mais il y a aussi un passif historique qu'il faut déterminer. Ensuite, il y a des choses qui sont très très factuelles, il faut en tenir compte. Je veux dire, utiliser la peur et parfois entretenir la méconnaissance, aujourd'hui, la question de la polémique, de la controverse, ça fait de l'argent. C'est-à-dire que l'islam fait vendre. C'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas simplement des gens qui ont une volonté. Non, ils cherchent à vendre. Je veux dire, Charlie Hebdo cherche à vendre. Je veux dire que nous la faire à l'envers, nous la faire à l'endroit, ça fait de l'argent. Et moi, c'était là où je leur demandais s'ils étaient cohérents avec leurs principes, si vraiment c'est pour la liberté d'expression, donnez votre argent aux victimes de la violence extrémiste au Mali. Montrez-nous que c'est un don du cœur, que vous êtes vraiment... Ils n'ont jamais répondu à cette question. Parce que ce n'est pas ça qui les a... Mais c'est objectif, c'est-à-dire qu'on est en face d'enjeux financiers. Et dans les enjeux financiers, ce n'est pas toujours la pression qui est faite sur le journaliste, mais c'est ce que font les propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux idéologiques ici. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de censure comme dans les dictatures, mais il n'y a pas de censure, mais il y a des pressions qui sont de différentes natures et le fait du gain, le fait de l'argent est important. Et aujourd'hui, c'est une évidence, toutes ces unes qui font de l'islam un problème, ce problème fait de l'argent. Ce problème produit de l'argent. Et donc ça aussi, il faut en tenir compte. Donc on est en face d'intérêts financiers particulièrement importants et qui sont à déterminer. La polémique fait vendre. L'autre chose aussi qu'il faut déterminer, et il faut s'en rendre compte, c'est qu'il y a de l'ignorance, on l'a dit, ou de la méconnaissance. Il y a de ce point de vue-là également de la peur. Il y a le fait financier, puis il y a aussi des intérêts idéologiques. C'est-à-dire il y a de l'idéologie aussi, on le sait, on a un certain nombre de livres qui ont été écrits, ceux qui ont été cités ici, d'autres qui ont été écrits aussi aux États-Unis, qui mettent en évidence que toute cette campagne sur la traduction de l'islam comme étant l'autre, toute cette façon de dire l'Europe est en train de s'arabiser, de s'islamiser, elle a aussi des enjeux idéologiques, et des enjeux idéologiques qui peuvent aller de l'extrême droite qui dit avoir peur de l'immigration à des intérêts internationaux. C'est-à-dire que vous entendez des politiques qui vous disent « Attention, si ces citoyens-là
de confession musulmane ou d'origine du Sud deviennent des citoyens européens, américains, canadiens, australiens à part entière et qu'ils jouent le jeu de la démocratie, ces citoyens-là sont à même de changer les politiques nationales. Donc il faut en faire un problème. Le problème de l'altérité est idéologique aussi. Et l'un des grands enjeux que l'on sait, ça va jusqu'au Moyen-Orient sur la question israélienne-palestinienne. Attention! Si vous devenez des citoyens qui pouvaient influer sur les décisions politiques ici, c'est problématique là-bas. Donc il faut aussi créer le problème. Donc il faut la teneur idéologique, politique. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de l'islam comme pouvant être l'ennemi ou l'autre en Europe ne sont pas que des ignorants. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une véritable politique, une idéologie ciblée, et donc il y a des journaux qui sont... Moi j'ai rencontré vraiment des journalistes qui savaient très bien de quoi on parlait. Ils savaient très très bien quels étaient les enjeux. Il y en a qui ont une très très bonne connaissance. Donc nous dire systématiquement l'islamophobie, ça vient de l'ignorance, c'est pas vrai. Il y a une islamophobie qui est un racisme aussi qui peut venir de l'État, qui peut venir